Sachant que ça Salut, existe c'est en Emma. 10 jours. Hein. Dis-moi, je voulais juste savoir si tu avais parlé du lys à monsieur... Et alors ? Ah, il est ok, d'accord. Tu rigoles. Il veut C'est sortir, ok. c'est ça. C'est ça. Infirmiers libéraux aussi, t'as parlé des infirmiers libéraux ? D'accord. À domicile, oui, non mais c'est ça, donc il a compris le truc, quoi. Ok. 84 449, ça Écoute, en tout cas, moi je pense que je peux faire son admission demain après-midi chez lui, donc on pourrait partir là-dessus et je vais voir avec l'équipe s'il y a quelqu'un qui peut passer le voir. On peut aussi l'aider pour d'autres trucs que les histoires de médicaments, mais on peut lui dire que s'il veut qu'on rencontre ses parents avec lui, on peut le faire, ou s'il veut bosser, le brancher sur des trucs pour l'aider à bosser. Travaillant à Ulysse depuis 2011, étant quotidiennement en contact avec les personnes en crise, leur famille, leur entourage, dans tout le milieu professionnel aussi, etc. La demande des gens, c'est pas d'être hospitalisés quand ils vont mal, c'est plutôt qu'on les aide, et qu'on les aide à comprendre, qu'on les aide à trouver des solutions. Et pour faire ce travail-là, il n'y a pas besoin d'hospitalisation. Au contraire, ça empêche plutôt ce travail-là d'hospitaliser. Ça, pour moi, c'est une évidence. En psychiatrie, souvent, on n'a pas besoin de toute cette technique. Il y a quelques situations vraiment exceptionnelles où il y a besoin de toute cette technique. Mais sinon, finalement, on est là, on attend, on ne fait pas grand-chose. Il y a de temps en temps un entretien infirmier, de temps en temps un entretien avec le psychiatre, éventuellement avec un psychologue, une assistante sociale si on a de la chance. Et donc on se dit, mais qu'est-ce que je fais à l'hôpital ? Je pourrais faire ça à la maison. Et nous, c'est justement ce qu'on se dit, c'est-à-dire que souvent, dans ces moments de crise et même on peut dire d'urgence psychiatrique où vraiment les ressources personnelles de la personne s'épuisent, si on se dit les gens ils ont besoin de voir 3 fois par semaine un psychiatre, d'avoir des entretiens infirmiers avec le psychologue et l'assistante sociale, on peut faire ça en équipe mobile. Et c'est ce qu'on fait actuellement à Ulysse, c'est-à-dire que dans des situations en début en fait de suivi Ulysse, de prise en charge Ulysse, il y a souvent un contact quotidien et on devrait être là le week-end si on avait les moyens d'être là, un contact quotidien avec un psychiatre, avec un infirmier, avec un psychologue, une assistante sociale et du coup, certes c'est beaucoup d'aide mais il n'y a pas besoin d'être à l'hôpital. Quand vous sortez de l'hôpital, vous n'avez plus de repères chez vous. Que ce soit chez vous, que ce soit socialement même. On vous infantilise trop d'interdictions, trop de je ferme les portes, trop de tout en fait. Puis après, vous ressortez avec une ordonnance encore plus grosse que quand vous êtes rentré. Il y a une fatigue et une désorientation en fait que moi je ne vivrai plus, je ne veux plus, je refuse. Oui, j'ai rencontré Ulysse à la suite de 2 internements qui se sont mal passés parce que je me suis échappé. Et donc ils ont voulu me soigner à domicile. Et aussi que j'ai des rendez-vous avec Ulysse pour parler la journée, pour savoir comment je me sens, pour savoir ce que je faisais. Et avec une assistante sociale qui est à Ulysse pour me passer des CV, l'aide de motivation, pour que je démarche un peu, que je bouge, que je fasse quelque chose de mes journées. Et donc avec ça, avec eux, je pouvais vivre chez moi, quoi. En ayant 1 ou 2 rendez-vous obligatoires dans la journée. Et j'étais libre, en gros. En fait, quand j'étais interné, je ne pouvais pas décider du traitement qu'ils me donnaient. J'avais un traitement, je ne l'avais jamais vu, j'étais pas vraiment au courant de ce que je prenais, mais je le prenais tous les jours. À partir du moment où j'ai été avec Ulysse, il me demandait tous les jours comment je supportais le traitement, s'il fallait baisser selon moi, s'il fallait augmenter selon moi. Et donc, c'était un travail plus à 2 avec Ulysse. Alors que quand j'étais interné, c'était un travail de 2 sur moi. Il y a toute une adaptation du traitement à faire de manière très très rapide pour pouvoir à la fois éviter que la crise s'amplifie. Donc il faut aller vite à ce niveau-là, mais il faut aussi aller vite pour justement éviter de laisser la personne avec des effets indésirables pénibles et donc de pouvoir lui proposer toutes les molécules qui existent, de lui expliquer les différents effets de ces molécules avec les effets secondaires, de pouvoir leur dire qu'on est désolé parce qu'effectivement il y a souvent des effets secondaires mais qu'on peut essayer d'y pallier ou de trouver une autre molécule. Et puis dans l'idéal, il y a l'orientation vers des groupes d'autogestion de la médication où en fait grâce en particulier à des pairs aidants, à des médiateurs de santé pairs dans l'équipe, il y a aussi tout un travail en fait d'autosupport qu'on peut voir avec la personne pour qu'elle soit le plus informée et le plus
en capacité justement de prendre des décisions éclairées face au médecin. Mais c'est même dans la loi, c'est-à-dire que la personne elle reste décisionnaire sur les traitements et les professionnels sont là pour conseiller. Et donc la question du traitement, elle est forcément importante dans le suivi, tout en étant un élément parmi d'autres en fait, des outils qu'on peut proposer à la personne. On a trouvé avec Tiffany qu'il y avait une nette évolution. Il y a une alliance, une bonne alliance qui s'est faite. Donc c'était intéressant. On ne peut pas tout avoir. Toutes les pensées qui sont dans la tête, eh ben non, on n'en tire que 3 sur les 100 000. Ah oui, c'est comme ça. Et la maman aussi était plus posée. La maman aussi était plus posée. Et on voit bien que là, le rôle d'un open dialogue de l'animateur qui... Et puis avec Tiffany, de temps en temps, on avait un échange entre nous. Pour faire exister le tiers. Et vraiment, je trouvais que c'était... On les sent... Elles étaient contentes d'être là, quoi. De travailler, Et comme nous, on a suggéré le père, voilà, mais d'après moi, il faut sortir de cette idée de la thérapie familiale classique, où si elle veut inviter son voisin, elle invite son voisin. Ah si, dans l'open dialogue, c'est qui la personne veut inviter au prochain rendez-vous. C'est vrai. Donc pour moi, ça se fait plutôt dans l'open dialogue. C'est vrai. Open dialogue, c'est considérer que c'est un travail à l'horizontale. Le thérapeute s'efface. Il est dit que chacun doit prendre la parole et ne doit pas monopoliser la parole. Qu'on doit donc écouter ce que l'autre va dire, même si ça nous déplaît. Que le thérapeute, bien sûr, il pense. Comment il va faire avec sa pensée ? Quelles sont les associations qu'il fait, quelles sont les images qui lui viennent, quelles sont les émotions qu'il ressent. Et il ne va pas le dire directement à la personne en souffrance ou à l'entourage, à la famille, mais il va le partager avec son collègue, ce qui permet aux autres de ne pas se sentir avec une parole dominante, mais déjà en réflexivité. Et donc, dans l'alternative à l'hospitalisation, pouvoir utiliser très très vite cet outil thérapeutique qui est Open Dialogue, qui vient donc des pays finlandais, de la psychiatrie finlandaise, c'est un plus parce que tout de suite, la personne en souffrance n'est pas extraite de son entourage, la personne travaille avec l'entourage. Ulysse ne nous voit pas comme une malade, mais comme une personne. La différence, elle est là en fait. Tout en me laissant parler et sortir ma rage, en fait, elle a réussi à faire passer le message. On est là. Si vous voulez, on peut intervenir. Et voilà, donc non, ils ont instauré un dialogue de confiance qui m'a fait baisser ma garde, en fait. Et les laisser petit à petit venir à moi, en fait. Et je sais que, quoi qu'il arrive, je pourrais refaire appel à eux s'il y a besoin, quoi. Je suis en train de remettre ma vie en ordre. C'est en construction, oui. C'est une super Et là-dessus, je lui dis, mais là, vous, demain, c'est quoi, voilà. vous ? Mais alors c'est ça. Tout à fait. Elle voulait faire du basket, elle nous a fait formuler des projets, et donc il faut quand qu'on l'accompagne faire ça. Je sais qu'elle Elle te dit finalement, qu'elle a vite essoufflée. je sais, mais c'est pas etc. grave. Il faut systématiquement qu'il y ait des objectifs fixés de la fois prochaine on fait ça. Nous on est là pour des objectifs précis. Il y a l'open dialogue avec Marie, il y a des entretiens médicaux pour les histoires de traitement. Des fois on parle des problèmes et des fois on parle de qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous savez faire, Mais je voudrais aussi la brancher sur un SAMSA parce que je pense que tant qu'elle n'a pas de coaching sur son projet de vie, ça va être compliqué. Hein. Dans le côté rétablissement, entraide mutuelle, etc., moi je suggère qu'on travaille sur le lien avec Mediagora, qui est une association spécialisée dans les troubles anxieux et en particulier l'agoraphobie, mais toujours dans l'idée d'avoir le réflexe entraide mutuelle, autosupport, etc. Depuis 2018, on essaye de travailler dans la mesure de possible avec les principes des pratiques orientées vers le rétablissement. Et les pratiques orientées vers le rétablissement, globalement, il y a plusieurs principes, dont le fait que le plus important, c'est le choix de la personne. Là, on va aussi essayer de travailler à partir des directives anticipées qu'elle a pu faire. Alors,
Des fois, la plupart du temps, pour l'instant, la personne n'a pas fait de directive anticipée parce que c'est très peu fait en France. Mais quand elle a pu justement préparer des directives anticipées, nous, on va plutôt être un outil pour appliquer les directives anticipées. La personne, on n'arrive pas à discuter avec elle ou elle refuse tout. Mais par contre, elle a fait un plan de crise, elle a fait des directives anticipées où elle nous dit, dans ces moments-là, appelez telle personne. Donc on va appeler telle personne et on va essayer de discuter avec la personne ressource, la personne de confiance justement, de ce qu'on peut apporter à l'usager, au patient, où on va essayer justement de suivre ce que la personne avait noté dans ses directives anticipées en termes de choix de traitement. Je veux être mise à distance de chez moi ou pas, je veux rester chez moi. Et pour les personnes qui disent que c'est important qu'elles soient mises à distance, nous, ce qu'on souhaite, c'est que soient développées plutôt des structures comme le lieu de répit actuellement à Marseille, c'est-à-dire des lieux où la personne puisse se réfugier sans que ça soit l'hôpital. Ça peut être bien pendant quelques jours que la personne ait besoin de beaucoup de soins à l'hôpital, mais il faut que ça reste quelques jours et que si elle a besoin plutôt d'être mise à distance de chez elle, qu'elle puisse le faire dans un lieu de la ville et avec une équipe mobile plutôt que les murs de l'hôpital. Notre objectif, c'est quand même de remettre dans un mouvement, de faire que la personne ne soit pas figée dans quelque chose qui l'empêche, elle, de s'épanouir dans la société. Voilà, c'est toujours ça, ouvrir pour que la personne puisse être dans la société.